Alteractif se poursuit avec notamment cette partie débat à laquelle vous êtes invité à participer, notamment physiquement. Double dispositif, je le rappelle encore, physique et digital. L'occasion de découvrir peut-être, notamment que vous êtes un futur acteur ou déjà dans la démarche d'adhérer. Nous souhaitons de toute façon votre adhésion totale à ce projet d'économie circulaire, l'urgence, la quête de sens et notamment cette responsabilité que nous avons les uns envers les autres. Elle se décline encore une fois avec une conférence débat. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, autour de la table, respectivement, Corinne Concy de Kaléidoscope. Applaudissements. Nous aurons l'occasion également, évidemment, de discuter avec l'un des partenaires phares de Alteractif, mais aussi un des acteurs majeurs, notamment pour donner forme à vos projets du côté de l'ADEME, avec Chloé Rochard. Jennifer Baratini est avec nous pour nous parler notamment de son initiative DJE Construction, concept à Yembao. On va découvrir de quoi il s'agit, comment tu t'inscris particulièrement dans ce cadre de l'économie circulaire. Bonsoir Jennifer. Et on aura l'occasion notamment aussi de rencontrer Karen Toris qui représente aujourd'hui Tanubio. On va découvrir aussi de quoi il s'agit, particulièrement quels sont les intérêts, parce que c'est la thématique aussi de cette conférence, les intérêts pour les services, l'habitat, l'alimentation. Ça concerne particulièrement en fait l'alimentation dans ton secteur. Si je ne m'abuse, on va le découvrir plus amplement. Alors qui commence? A priori c'est Corinne. Corinne Concy, la question est posée. On est toujours dans la thématique éco-conception et éco-label. On est parti pour un temps efficace. On est parti également, et j'ai oublié de vous introduire notamment le public présent, curieux, aficionados de la notion, à découvrir comment ils vont la mettre en œuvre. Ces porteurs de projets ou déjà chefs d'entreprise qui sont déjà conquis par notamment la notion d'économie circulaire, et vous aussi qui restez à nous rejoindre. On va donc décliner sur l'éco-conception et l'éco-label, les intérêts pour les services et l'habitat et l'alimentation. La parole te revient, Corinne, histoire d'introduire ce débat et cette émulation que j'espère riche cet après-midi et rythmée. On y va. Bonsoir, donc bonsoir à tout le monde. Alors bien sûr, en tant qu'initiateur d'Alteractif, on a une connaissance qui ne sera jamais aussi fine que les experts de la question. On a une connaissance en tout cas sur le volet stratégie de ce que peut apporter l'économie circulaire à une entreprise aujourd'hui. Voilà. Une entreprise qui n'est pas seulement vue comme étant une entreprise commerciale, mais aussi les entreprises associatives, sous forme associative ou coopérative. Aujourd'hui, c'est un mode pour nous, c'est un mode d'entreprendre, c'est une façon de faire, exactement comme pour l'économie sociale et solidaire. Et ce qu'on peut constater sur le territoire de la Martinique, c'est que c'est très complémentaire, les démarches sont très complémentaires. Et nous, en tant qu'acteurs, bien sûr, dans l'accompagnement, on s'appuie sur le réseau, on a toujours l'habitude de travailler ou de promouvoir en fait les dispositifs qui sont portés par les partenaires. Dans cette démarche-là, nous, en tant qu'acteurs économiques, en tant qu'entreprise, nous sommes aujourd'hui concernés par la question de l'éco-conception dans les services, qui peut paraître un peu théorique pour certains. On va se dire, ben non, moi je fais des prestations de services intellectuels, donc a priori éco-conception. On voit plutôt un vase à produire, un bijou, un mur, une maison, etc. Et on ne pense pas que dans la mise en place en fait, d'un projet, enfin, d'une prestation de service, on peut être amené en fait, à se poser la question de cette éco-conception. Dans cette démarche-là, par exemple, on pourra en parler tout à l'heure dans le débat, on s'est vraiment questionné sur la capacité de pouvoir mobiliser l'ensemble des contributeurs que nous avons autour de nous dans nos missions au quotidien pour qu'ils puissent prendre ce mouvement d'ensemble. D'accord ? Et là, c'est donc la gageure. On a vu sur Alteractif le nombre de contributeurs qui sont mobilisés. Ce sont des personnes ou des institutions qui sont effectivement dans la démarche, qui ont envie d'y être, qui ont envie d'associer leur nom, leur image en fait, à l'économie circulaire. Mais dans le quotidien, ça peut être un questionnement pour les entreprises. Voilà, un organisme qui fait du conseil, de la formation, de l'accompagnement, qui organise des espaces
d'intelligence collective dans des logiques multipartenariales, on peut se poser la question de cette éco-conception, est-ce qu'on y arrivera? Et donc, on pourra en témoigner, oui, tout à fait. Corinne, ça va être l'occasion également, si je ne m'abuse, ce plateau, ce moment très précisément de découvrir l'activité de chacune des personnes qui vous entourent, un peu moins celle notamment de Chloé Rochard, parce qu'on le sait, c'est l'ADEME. Ce qu'on va découvrir, c'est plutôt la manière matérielle en fait dont s'étaient initiés des partenariats. Je propose éventuellement, parce que on a visiblement des choses à déplacer avec toi, Jennifer, si je ne m'abuse. Je propose qu'on découvre, on commence peut-être éventuellement par rencontrer Karen Toris autour de cette initiative Tanubio. Je t'invite notamment à lui transmettre ton micro de manière à ce qu'on fasse connaissance d'une personnalité assez flamboyante. On a quelques minutes pour se découvrir, comprendre exactement ce que tu fais et particulièrement les intérêts dans ce que tu fais, dans les services, dans l'habitat et dans l'alimentation, que t'apportent justement ces notions d'éco-conception, écolabel, et particulièrement d'ailleurs parce que l'éco-conception ne te concerne pas, mais les écolabels. Alors on commence par Tanubio. Tanubio, c'est quoi, Karen? Merci beaucoup. Donc Karen Toris, je suis co-directrice de l'association Tanubio. Alors Tanubio, c'est tout simplement une association qui a été créée en 2017 sous l'appellation les Cols Verts Martinique, si certains connaissent, qui a eu pour objectif déjà à la base de développer des actions autour de l'agriculture et de l'alimentation durable en Martinique. Donc en gros, on s'est demandé comment on pouvait apporter un peu notre pierre à l'édifice pour améliorer l'accès à une alimentation de qualité sur notre territoire. Et bien sûr, on a fait le lien avec l'environnement dans le sens où à l'époque, on s'est beaucoup inquiété et questionné sur la problématique de la chlordécone notamment et des autres pesticides qu'on utilise en agriculture conventionnelle. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller davantage vers une agriculture beaucoup plus saine, plus propre et surtout qui respecte nos écosystèmes naturels autant que notre santé. Donc c'est né de ça. Et on a développé différentes actions. On a commencé par proposer des ateliers pédagogiques à la ferme pour faire découvrir au grand public ce que c'est que l'agroécologie. Ensuite, on a notamment pu travailler sur ce qu'on appelle des projets alimentaires territoriaux, qui sont des projets de co-construction avec les habitants d'une commune ou d'un territoire pour pouvoir améliorer leur alimentation. Donc, on fait toute une étape de diagnostic et après, on met en place des actions concrètes. Donc, on a fait ça aux prêcheurs et à Ducos plus récemment. Et en 2019, on a créé en fait un circuit court bio basé sur une plateforme web avec l'objectif pour les citoyens de pouvoir aller sur cette plateforme qui s'appelle Tanubio pour le coup et de commander leur panier 100% bio et local. Et donc pour ça, on se base sur des partenariats avec une quinzaine de producteurs bio de l'île, tous certifiés, ce qui nous permet, nous, ensuite, d'aller collecter les produits, de concevoir les paniers et de les livrer en point relais ou à domicile. Et je finirai sur le dernier projet qu'on est en train de mettre en place, qui est un espace test agricole bio, qui a pour objectif en fait de créer un tremplin. Donc en gros, on va permettre à des porteurs de projets qui souhaitent s'installer en agriculture biologique, mais qui n'ont pas encore de terrain, de pouvoir pendant 2 ans être accompagnés sur une surface que nous avons, que nous leur mettons à disposition. Et ils pourront donc apprendre les techniques agroécologiques et ensuite faciliter leur propre installation. Voilà pour présenter l'association. C'est la notion la plus répandue à laquelle ça évoque, notamment c'est le jardin partagé. Là, on parle d'exploitation partagée, carrément, c'est voir une forme d'accéder en fait à l'autonomie en fait en termes de nourriture, pouvoir cultiver une parcelle, un petit bout de terrain au sein d'une exploitation partagée. C'est le concept qui devient simplement encore plus grand. C'est pas le même concept que le jardin partagé dans le sens où l'espace test agricole est dédié à des porteurs de projets qui ont vocation à s'installer en tant que producteurs. Donc on n'est pas sur, je dirais, du jardinage. Le tout venant, en fait. oui, ok. On est vraiment sur la création d'une activité professionnelle derrière, qui sera dans le cadre de l'agriculture biologique. Et donc l'idée, c'est qu'on va accompagner juste 2 porteurs de projets sur maximum 2 ans pour commencer. On va leur mettre à disposition un terrain, ils vont travailler ensemble et ils seront accompagnés par un encadrant technique. Et nous, on va les aider aussi sur la recherche de leur futur terrain d'installation. Parce qu'on sait, on a eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de porteurs de projets et un des freins qu'ils rencontrent, c'est le foncier. En Martinique, il y a beaucoup de porteurs de projets qui abandonnent leur projet agricole parce qu'ils ne trouvent pas de foncier. Donc l'idée, c'est d'apporter une solution à ça, à notre maigre échelle, hein, bien sûr. Super projet, je crois qu'on peut l'applaudir. Tanubio,
On a forcément peut-être quelques petites questions en tant qu'experience user, notamment à échanger ensemble pour découvrir un peu mieux comment ça fonctionne. Ça répertorie très exactement aujourd'hui, Tanubio, combien de producteurs en fait, entre guillemets, avec lesquels vous travaillez en fait. Ça représente quoi? Ça pèse quel poids aujourd'hui, du point de vue de Tanubio, cette économie d'échelle en fait agricole, bio? Qu'il faut procéder, bio-agriculture. Donc, on travaille avec une quinzaine de producteurs bio, je dirais de façon continue. Après, un peu plus une vingtaine, mais certains sont saisonniers, donc on préfère dire une quinzaine. Mais ça peut être un petit peu plus en fonction des périodes de l'année. Et l'idée, c'est vraiment que ces producteurs nous mettent à disposition des volumes de produits bio. Et ce qui nous permet de mettre les volumes en ligne en disant, voilà, il y a tant de kilos de patates douces, de dachine, de citron, etc. Et les personnes vont faire leur marché en fait. Donc soit elles vont commander un panier précomposé, on a des offres de paniers précomposés, il y en a 3, un petit à 15 euros, un moyen à 30 et un gros à 50. Soit elles décident de composer de A à Z leur panier, si elles veulent vraiment le personnaliser. Et donc elles choisissent, elles piochent en fait les quantités de produits qu'elles veulent, elles règlent leurs commandes et nous on fait tout ce qu'il y a derrière. Donc on va chercher les produits, on confectionne les paniers derrière et on va livrer en point relais ou à domicile. Tu le disais toi-même tout à l'heure, l'éco-conception te concerne moins, c'est parce que tu mets en relation, en fait, en réalité. En quoi l'éco-label a un intérêt particulier, en fait, pour ton activité, ton association, en fait, de Tanubio? Oui. Alors c'est vrai qu'à la création du projet de circuit court bio, donc Tanubio, on a eu tout de suite l'idée de proposer des produits issus de l'agriculture biologique, donc des produits certifiés, j'insiste là-dessus, des produits contrôlés. Pourquoi? Parce que déjà, ça manquait dans l'offre locale et surtout, on a voulu apporter des garanties aux clients. Nous, on sait qu'on ne peut pas forcément être derrière chaque producteur pour aller vérifier ses pratiques. Donc, il était important qu'on se base déjà sur un socle commun. Et ce socle commun, c'est le cahier des charges de l'agriculture biologique qui renferme quand même des bases solides en termes de production, de pratiques culturelles qui sont respectueuses de l'environnement, avec des règles très claires. Et donc, on s'est dit, on va se baser là-dessus. Ce que ça nous apporte, c'est avant tout des garanties pour les clients, donc un système de confiance, et puis aussi une traçabilité, parce qu'il y a des contrôles derrière. Et donc nous, on sait que les produits qu'on fait rentrer dans notre circuit court sont issus d'un système qui est contrôlé, qui est validé, et qui donc chaque année, en fait, il y a des contrôles pour les producteurs bio, notamment sur leurs factures, leurs pratiques, tout ce qui va être intrant, en fait, donc les semences notamment aussi. Et également tout ce qui va être, par exemple, s'ils utilisent des purins, des choses comme ça, ça va être contrôlé. Donc on a vraiment tenu à faire ça avant tout pour les clients, pour qu'ils aient des garanties. Et vraiment pour avoir un socle de confiance avec eux. Et après, en termes de traçabilité, pour nous, c'est essentiel aussi. Et ça nous permet d'asseoir notre activité sur un fonctionnement qui est responsable, qui est sérieux et qui nous met en responsabilité, en fait, parce qu'on sait qu'on doit être contrôlé. Et donc, on travaille qu'avec des producteurs certifiés bio, mais nous aussi, on va être certifié donc cette année en tant que distributeur. Donc il y a une double certification entre guillemets dans le sens où le certificateur va vérifier chez nous que si on a vendu tant de produits bio, on doit s'assurer qu'on a fait entrer tant de produits bio achetés à des producteurs certifiés bio. Et ça, ils contrôlent en fait ce qui rentre et ce qui sort du projet. Donc ça permet encore une fois d'apporter une garantie supplémentaire aux clients. On le sait, on est donc en Martinique avec pas mal de scandales ou de situations compliquées en fait qui ont été liées à l'alimentaire. Aujourd'hui, le bio est véritablement regardé, observé comme une des solutions. C'est aussi un parcours qui paraît forcément aux yeux du consommateur moyen, parfois un peu plus cher. Est-ce qu'il faut, pour tordre finalement à cette idée du bio qui est un peu plus cher, finalement arriver à peut-être intégrer le contrependant de la notion qui simplement à retenir l'argent est mieux dépensé pour un produit en termes de qualité? Quels autres aspects tu peux mettre en valeur autour, évidemment, ou alors peut-être tordre l'idée préconçue, notamment que le bio est plus cher que le reste? Alors c'est sûr que si on regarde sur les étals, on compare un produit bio et un produit non bio, on va tout de suite avoir le réflexe de se dire que c'est plus cher. Mais je pense qu'il est important de tout mettre dans la balance. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'on ne met pas tout.
Par exemple, on ne dit pas forcément aux gens que, en termes d'impact environnemental, que ce soit sur l'eau, que ce soit en termes de dépollution de l'eau ou des sols, l'agriculture biologique a un impact qui est largement plus positif que l'agriculture conventionnelle, qui, elle, du coup, cette agriculture conventionnelle... J'ai bien retenu, un plus positif, pas moins négatif, plus positif. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va davantage protéger notre environnement et donc éviter des coûts. On va éviter des coûts de dépollution quand on travaille sur de l'agriculture biologique. Or, ces coûts de dépollution, qui les supporte? C'est nous, en tant que citoyens. C'est le pouvoir public. Et du coup, ça ne rentre pas dans l'étiquette du prix qu'on regarde. Donc ça, c'est un premier élément qui me semble très, très important. Après, il est vrai qu'il y a des aides qui sont accordées aux différents types d'agriculture, en agriculture bio, mais en agriculture conventionnelle également. Et des fois, il y a un déséquilibre. Il y a certaines aides qui vont être plus facilement mobilisables en agriculture conventionnelle, ce qui fait que le prix qu'on va payer sur les étals ne sera pas un prix qui va prendre en compte le prix réel de cette production. Et dans ce prix réel, encore une fois, il y a ce coût environnemental qui n'est pas affiché. Et si vraiment on devait comparer, en réalité, l'agriculture biologique n'est pas forcément beaucoup plus chère, voire plus chère que l'agriculture conventionnelle, y compris en termes nutritionnels. Il y a plein d'études qui ont montré que quand on va manger une tomate bio ou même de la viande bio, en termes nutritionnels, ça apporte beaucoup plus d'apports pour le corps et donc on a besoin de moins manger que si on prend une viande ou une tomate ou peu importe l'élément ou l'aliment en fait, qui va finalement nous apporter beaucoup moins en termes nutritionnels et donc nous obligera à manger un petit peu plus. Mais il y a plein d'études qui ont montré ça. Je renvoie d'ailleurs vers un livre qui est passionnant, qui s'appelle L'agriculture biologique pour nourrir le monde, qui met vraiment en valeur toutes ces études et qui montre en fait cet écart et le fait que dans les prix affichés, on ne tient pas compte de tout, malheureusement. Et en vrai, l'écart de prix n'est pas si énorme que ça. Voire, il n'y a pas vraiment d'écart, mais bon, ça, c'est vraiment un débat qu'on peut voir en profondeur. Je vous invite évidemment parmi le public à poser des questions si ça vous évoque. Attention, ça arrive. J'ai juste une petite question avant de céder la parole au public pour ma part. Toi, en tant que Martiniquaise, et particulièrement dans ce territoire qui est le nôtre, quels sont les éléments qui te déclenchent, qui t'enclenchent particulièrement dans cette démarche d'économie circulaire qui rend ce territoire particulièrement apte, particulièrement incroyable dans ton domaine d'activité, en fait, pour répondre à notamment cette urgence de basculer vers une alternative? Franchement, je pense encore une fois qu'il faut se pencher sur le contexte auquel on doit faire face et il se trouve qu'on est quand même très dépendant au niveau alimentaire. On sait très bien que demain, si les bateaux ne rentrent pas, on va avoir un gros problème pour nourrir notre population. On parle d'un taux de dépendance alimentaire de près de 70%. Et encore, si on met dans ce taux les intrants de l'agriculture, donc tout ce qui va être tous les produits qui sont utilisés, notamment conventionnels, on est plutôt autour des 90% de dépendance alimentaire. Donc c'est énorme. Et ça pose un vrai problème. Donc ça veut dire qu'on a une urgence aujourd'hui qui est de se pencher sur qu'est-ce qu'on fait pour retravailler cette autonomie alimentaire. Et donc pour moi, la question c'est comment on fait pour produire davantage, pour nourrir notre population, mais la nourrir avec des produits qui sont bons pour elle, des produits qui sont bons pour notre santé. Donc c'est ce qui nous a amené en fait à créer Tanoubio. Mais encore une fois, nous on travaille à une toute petite échelle. On n'a pas la prétention d'apporter la solution parfaite, mais on fait ce qu'on peut en tout cas pour y contribuer. Après, je pense que c'est vraiment à une multitude d'acteurs de s'orienter vers ces méthodes agricoles durables, tout simplement. Et là, je fais plus un appel à tous ceux qui sont du secteur. Il y a une urgence à se tourner vers une agriculture qui soit beaucoup moins polluante, qui au contraire nous permette de préserver nos écosystèmes naturels et notre santé. Et c'est encore une fois ce qu'on fait à notre petite échelle. Oui, bonjour. Alors vous me corrigerez si j'ai mal compris, mais on m'avait dit qu'en Martinique, il y a certains agriculteurs qui n'avaient pas, supposons qu'ils aient une démarche bio, mais ils n'ont pas le label bio, soit parce que leurs terres sont chlordéconées, donc ils ne pourront jamais l'avoir, soit parce qu'ils n'ont pas envie d'engager le coût de se faire labelliser. Et donc, quand je vois qu'on va effectivement axer sur ce label bio et que du coup on va ignorer, ne pas reconnaître et potentiellement faire changer de voie les agriculteurs qui seraient dans une démarche bio, sauf que il n'y a pas de preuve. Est-ce que c'est pas contre... Enfin, je ne le pense pas forcément ce que je dis, je pose juste la question. Est-ce que du coup c'est contre-productif de justement ce mouvement de vouloir faire une agriculture sans pesticides, avec des engrais respectueux, etc. Est-ce que je fais un peu le parallèle, moi je suis dans le monde du développement des compétences, on a la certification Calliope, qui fait qu'effectivement il y a un filtre qui va se faire entre les organismes qui se paieront la certification Calliope et les autres qui vont ne pas se la payer et donc changer d'activité ou se réorienter ailleurs. Et du coup, on a une tranche de professionnels qui sont de qualité, mais le label finalement les a exclus du marché.
Donc c'est un peu cette question-là que je pose. Est-ce que vous avez votre point de vue à partager là-dessus ? Bien sûr. Alors moi, mon point de vue, et c'est le point de vue de l'association, c'est que nous, on n'oppose pas un producteur en agroécologie, donc non certifié, et un producteur bio. Effectivement, la démarche d'aller vers la certification bio, c'est un choix personnel du producteur. Il le fait ou il ne le fait pas. Nous, on a fait le choix de travailler qu'avec des producteurs certifiés bio pour notre circuit court. Maintenant, quand on fait des ateliers pédagogiques à la ferme, donc tout ce qui est formation sur les pratiques agroécologiques, on peut travailler avec des producteurs qui ne sont pas certifiés, parce que là, on va travailler dans le cadre des pratiques agricoles. Mais on fait bien la différence entre les deux, encore une fois pour une question de transparence, de confiance et de minimum de garantie. Mais un producteur peut très bien être dans des pratiques très vertueuses, faire de l'agroécologie et faire le choix de ne pas se certifier. Et on ne va jamais critiquer ce producteur-là, bien au contraire. J'interrogeais pas l'axe que vous avez choisi avec Tanubio, j'interrogeais plutôt ce label bio, quelles sont les conséquences négatives de ce label ? Je ne pense pas qu'il y ait de conséquences négatives, encore une fois, parce qu'un producteur qui est dans des bonnes pratiques, rien ne l'empêche de communiquer sur ces bonnes pratiques, même s'il n'est pas labellisé. S'il a fait le choix de ne pas aller jusqu'au label, de ne pas se faire contrôler, c'est son choix personnel. Maintenant, rien ne l'empêche de développer sa pratique, de se faire connaître auprès de ses clients et de continuer dans cette voie-là. Encore une fois, la certification n'est pas une obligation, c'est un choix du producteur. Et je ne pense pas qu'un producteur soit délaissé parce qu'il ne va pas vers la certification. C'est à lui de mettre en avant ses bonnes pratiques, j'ai envie de dire. Mais pour moi, sincèrement, je ne les oppose pas, en fait. Je ne crois pas qu'ils se mettent une balle dans le pied s'il ne se fait pas certifier. Maintenant, clairement, un producteur qui va vers la certification, c'est un bonus supplémentaire, je trouve, qui s'offre, entre guillemets, pour pouvoir apporter plus de traçabilité et encore une fois créer un peu plus de confiance avec ses clients et permettre aussi de travailler avec des projets de circuits courts certifiés bio comme le nôtre. Mais on n'est pas du tout les seuls à proposer des systèmes de panier, etc. Et donc, il n'est pas enfermé, en fait. Ça ne va pas l'empêcher d'évoluer, en fait, s'il n'est pas certifié. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère avoir répondu à votre question. Mais on n'oppose pas les deux parce qu'il y a des raisons, il y a des producteurs qui ont leurs raisons légitimes de ne pas aller vers la certification. Certains estiment que ça ne va pas assez loin, par exemple. Nous, notre parti pris, c'est de dire qu'on peut essayer d'aller encore plus loin que la certification, mais c'est déjà bien d'avoir ce socle solide et commun. Mais c'est notre parti pris et on ne va pas l'imposer à d'autres. On respecte totalement le choix de tout un chacun, en fait. Karine, ton micro va se déplacer sur ta droite et ensuite après sur ta gauche. On commence par Corinne qui voulait rebondir. Le but du jeu est cette émulation. On en arrive à bientôt toi aussi Jennifer, histoire de permettre que l'ensemble du plateau aussi interagisse avec le public. On va découvrir ton activité dans un petit instant. Mais Corinne voulait rebondir. Ce que je trouve intéressant de s'y rebondir sur le fait que on puisse consommer différemment aussi cet aliment bio, qui fait qu'on aura quelque part besoin d'en consommer moins pour pouvoir en fait se nourrir, disposer des nutriments dont on a besoin. Parce que je trouve intéressant justement sur la démarche d'éco-conception, c'est qu'on se met à communiquer différemment, d'accord, sur la qualité du produit. Okay, puisque on ne va pas rester fermé ou figé. En fait, sur du référentiel, on est sur des pratiques. Et moi, je suis sur la transparence de l'impact que va avoir à tous les niveaux cette production. Donc, je trouve que c'est très intéressant aujourd'hui de justement ne pas différencier les acteurs par rapport à des anciens, je me permets, des anciens systèmes de certification ou de classification, ou même actuels ou futurs ou à revenir. Parce qu'on nous sort, on nous donne, on nous propose, on nous impose parfois beaucoup de systèmes de labellisation, d'accord, mais qui quelque part, au bout d'un moment, en les cumulant, deviennent du non-sens. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se questionner sur les pratiques, l'impact, sur toute la chaîne en fait du produit, et arriver d'ailleurs par ce biais-là à démontrer que cette production-là, elle est beaucoup plus vertueuse et pour tout le monde tout au long du processus. Voilà, ce que je trouve intéressant dans la façon en fait d'aborder la question. Voilà. Le micro passe de main en main à destination de Chloé Rochard également qui souhaitait intervenir. Chloé, on vous écoute. Donc, je vous remercie pour la présentation de votre association. Ce matin, tout à l'heure, j'essayais de parler donc de démarche d'éco-conception
qui était, peu importe l'activité ou le secteur dans lequel vous vous inscriviez, une sorte de porte d'entrée, dès qu'on parlait d'éco-conception, pour se questionner sur l'intégralité du cycle de vie du produit. Donc vous avez l'air d'avoir déjà réfléchi à énormément d'aspects et d'impact, sur l'impact environnemental de la production agricole. Et vous nous avez aussi parlé du fait que vous proposiez ce service de livraison à domicile ou en point relais. Et j'aurais aimé avoir peut-être, du coup, vos questionnements sur l'impact de cette logistique et si vous aviez mis des choses en œuvre pour y réfléchir. Alors oui, ça tombe bien comme question parce qu'on est en plein bilan carbone. Donc là, on se fait accompagner pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire des impacts du projet. Donc c'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que, en fait, la certification, comme vous dites, c'est une porte d'entrée, mais ça nous amène à d'autres questions. Effectivement, on se demande quel est l'impact de notre activité, le fait d'aller livrer à domicile, en point relais, le fait de collecter les produits chez les producteurs, les contenants qu'on utilise. Donc par exemple, on a fait le choix de réutiliser des contenants en carton. Et du coup, on va pouvoir avoir des informations claires sur cet impact d'ici la fin du mois de novembre. Donc malheureusement, l'événement fait qu'on ne les a pas aujourd'hui. Mais du coup, on est pleinement dans cette démarche. Et l'année prochaine, donc premier trimestre 2023, on va travailler avec le CIRAD, qui est le Centre de recherche en agronomie et développement, pour cette fois-ci faire une analyse du cycle de vie des paniers bio. Donc en gros, là, ça va aller encore plus loin que le bilan carbone, parce qu'on va essayer de voir très précisément quel est l'impact environnemental de notre circuit court bio. Donc oui, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment une porte d'entrée qui permet d'aller encore bien plus loin. On va rajouter quelques ingrédients également à notre recette en découvrant une autre activité, une autre personnalité. Évidemment, c'est l'occasion aussi de réfléchir de votre côté si vous avez des questions, une fois le plateau intégralement présenté, à adresser à nos différents intervenants. Je me tourne vers Jennifer et là, attention, ça va être plutôt 3D à destination notamment des spectateurs qui sont présents avec nous au domaine Château Gaillard. L'occasion de découvrir Jennifer, très exactement ce mardi 15 novembre, Jennifer Baratini. Tu es derrière DJ Construction et Concept Ayembao. Avant de découvrir l'intérêt pour toi des éco-conceptions et des écolabels, découvrons ton activité. Qui es-tu, Jennifer, et que fais-tu? Alors, bonjour à tous, je suis Jennifer Baratini. Je suis ingénieure génie climatique. Alors, j'ai breveté un process et que j'ai appelé Ayembao. Alors, ce process, ce sont des pans de mur sur une largeur de 1,20 m avec un squelette en ossature bois. Et à l'intérieur de ce squelette, j'intègre de la terre cuite en guise d'isolant. Et du coup, avec ce pan de mur, ça permet d'avoir un rafraîchissement naturel. Ah oui, ça m'intéresse. On va découvrir notamment, parce que tu nous as ramené une structure évidemment de pile poil la taille que tu nous avais annoncée. On va la ramener notamment devant la caméra, mais aussi devant le public, peut-être histoire que vous n'en manquiez pas une miette si vous êtes à distance et que vous puissiez mettre à l'épreuve cette incroyable idée. Déjà, le brevet, c'est vrai que quelque part, c'est très impressionnant. Innover, créer quelque chose. Au-delà de ça, tu vas nous expliquer en quoi, dans ta démarche notamment, on est pile poil dans l'éco-conception. Moi, j'ai juste une toute petite question très rapide. Le Ayembao, il vient d'où en fait? Alors, Ayembao, c'est un mot que j'ai inventé en contractant deux mots africains, Ayeme et Mbao. Alors, Ayeme, ça veut dire terre et Mbao, arbre. Donc, Ayembao, terre et bois. Donc, Ayembao, c'est la marque qui, on a comme slogan l'alliance de la terre et l'alliance du bois et de la terre cuite. Alors, raconte-nous cette formidable idée, comment elle se décline d'ailleurs, comment ça fonctionne, même si on comprend bien toute l'innovation, toute la recherche également. Raconte-nous un petit peu, fais-nous t'accompagner sur toutes ces années, je sais pas, de créativité où nous n'étions pas à tes côtés pour en découvrir le résultat. Alors, ingénieur génie climatique, j'ai fait mes études à l'université de Paul Sabatier de Toulouse et j'ai travaillé pendant de nombreuses années en bureau d'études et j'ai eu des cours sur l'ossature bois. En bureau d'études, on a traité la question de l'ossature bois. On était en plein boom RT 2012 et on ne savait pas trop comment intégrer le bois dans la RT 2012 et là, il y a eu un boom de l'ossature bois.
Et pour aller plus loin, d'autres professionnels ont allié la terre-bois et la paille. Et vu que j'aimais beaucoup le résultat, ça me parlait. Et à la base, étant donné que je vivais en métropole, je voulais travailler dans l'ossature bois et la paille, mais j'avais envie de revenir ici. Et du coup, je me suis dit, mais ici, la paille, c'est proscrit, enfin pour moi, ça va pas fonctionner, mais qu'est-ce que je peux mettre en œuvre qui pourra apporter du déphasage. Le déphasage, c'est le fait à un matériau, tous les matériaux emmagasinent de la terre, de la chaleur, pardon. Et le déphasage, c'est le fait que matériaux prennent le plus de temps possible avant pour emmagasiner de la chaleur et donc de restituer cette chaleur. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'allier la terre avec de l'ossature bois. Ok, alors donc concrètement, fais-nous découvrir un petit peu cette structure, le bois, de quoi s'agit-il, la terre, parce que du coup on est dans une démarche d'éco-conception qui repose aussi sur un maximum de piliers de l'économie circulaire, pouvoir notamment produire le plus proche possible de nous, avec des matériaux qu'on a autour de nous, de la terre on en a, est-ce qu'on a de la terre appropriée, notamment pour venir intégrer ta structure? Alors, la terre tu la prends où? Ben justement, j'y reviens. Alors, au niveau des panneaux du squelette, l'ossature bois, j'achète du bois chez les distributeurs qui vendent du bois classe 4 en Martinique. Et l'idée de l'économie circulaire vient du fait que je récupère le bois, la terre de terrassement qui est considérée comme un déchet. Et l'idée, c'est de les récupérer et de les valoriser à travers mes pans de mur. Alors, on est en pleine phase recherche et développement. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment se comporte la terre. Est-ce que dans un premier temps, on va utiliser de la terre non chlordéconée afin de les confiner dans les pans de mur. Mais l'idée est de savoir, in fine, si nous utilisons de la terre chlordéconée, comment ça se comporte sur le fait que ce soit confiné entre des pans de mur. S'il n'y a pas l'occasion en fait de pouvoir donner une vie à quelque chose qui semblait être condamné en fait. C'est ça. L'idée c'est de la terre chlordéconée, on a un problème ici, on ne peut pas l'utiliser dans l'agriculture, mais il peut être valorisé à travers comme un matériau. C'est ça. Excellent. Alors du coup, il faut qu'on découvre. Je comprends bien que le stade est au développement. Alors ce panneau si je ne m'abuse, d'1,20 m, de largeur. De largeur et une hauteur de fini de 2,68 m. D'accord, ok. Donc on a un pan de 6 mètres. 1,20 m sur 2,68 1,20 m. m sur 2,68 m, ok. Quand on l'imagine aujourd'hui, sa destination, c'est quoi? C'est véritablement pouvoir de vivre entre ces quatre murs, par exemple, d'y trouver un abri pour notre quotidien. Tu en es où de ce stade de réflexion de l'objet en fait et de sa destination? Alors l'idée, c'est de pouvoir faire des panneaux en atelier et les personnes qui ont des projets de construction, c'est de pouvoir assembler ces panneaux sur site. Donc, ce qui permet de diminuer en fait les durées de chantier. Donc, parce que les panneaux peuvent s'assembler comme des logos en fait et permettre de faire une construction d'un bâtiment. On est sur un matériau qu'on affectionne particulièrement aussi aux Antilles. On connaît le concept de villa créole. Il y a aussi ce principe, j'en oublie le nom là, mais par exemple des jalousies en bois. On comprend bien que ta structure est aérée aussi. Quelle est quelque part comment vous étudiez et comment parce que tu pars de zéro pour tout construire en fait, et c'est le cas de le dire avec notamment ce matériau, en termes de cyclone, en termes d'intempéries, en termes de sur quoi repose en fait véritablement là où on en arrive, notamment dans ton projet. Alors, il y a une charte à respecter afin d'être anticyclonique et parasismique. Donc, et déjà, il y a une façon il faut respecter les règles de l'art de la construction. Donc, c'est pour ça que vous voyez le pan de mur ici. Il y a 2 pans de mur et différents lattes avec les bardages qui permettent d'être totalement étanches. Non seulement ça, mais sur chantier, il faut positionner les panneaux d'une certaine façon afin de, quand on les assemble ensemble,
que ça puisse être, que la maison soit antisismique et paracyclonique. C'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est aussi, on a déjà vu, mais on n'avait pas forcément construit comme ça en termes de matériaux. On a déjà vu des murs de ciment qui sont bardés ensuite, effectivement, pour être habillés. Mais là, en l'occurrence, ce matériau qui change à l'intérieur, qui pourrait potentiellement être celui qu'on utilise, en fait, celui sur lequel on marche et celui qu'on ne pourrait pas utiliser dans d'autres cas que la construction, le confinant, si je comprends bien. Et également avec ce bardage, c'est pas que esthétique, c'est aussi une pièce qui devient encore plus logique dans la construction de sa maison. Est-ce que ça implique, est-ce que c'est déjà une vision que tu as au stade où tu en es de tes recherches et de ton développement, du coût, du surcoût, du moindre coût que ça pourrait notamment impacter sur le désir de certains d'entre nous de construire leur habitation? Alors, avec l'inflation, on sait que le prix des matériaux flambe. Et là, maintenant, on se situe entre une maison béton et une maison bois qui se fait naturellement. C'est un tout petit peu plus cher qu'une maison bois, mais c'est moins cher qu'une maison. C'est plus cher qu'une maison béton. Oui. Et c'est moins cher qu'une maison bois. Oui. C'est une passerelle, une très belle passerelle en tout cas. Je crois que vous pouvez applaudir l'initiative de Jennifer. Est-ce que ça vous évoque des questions supplémentaires éventuellement? Oui, je vais vous donner un micro là. Vous aurez votre propre micro d'ici à la fin de la semaine. Oui, alors moi c'est une question en fait de fin de matinée sur les financements justement parce que j'ai dû partir, j'ai pas pu demander. Comment on fait pour financer justement les phases de prototypage, faisabilité avant de pouvoir vraiment vendre son produit? Comment vous avez pu financer cette phase de recherche et développement et comment vous avez prévu de le faire? Très bonne question. Alors j'ai commencé avec mes fonds propres en faisant un prototype. Et là, c'est au fur et à mesure, je fais des missions de par mes compétences en bureau d'études pour pouvoir avoir du financement et au fur et à mesure investir sur mon projet. Donc ce sera uniquement vos fonds propres au final, c'est ça? Pour l'instant, oui, en espérant que je trouve un partenaire qui veut bien me suivre sur cette belle aventure. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous cherchez actuellement, un partenaire qui pourra un partenaire, un investisseur, oui, qui pourrait investir avec moi. Bon, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. J'espère aussi. Est-ce que de manière significative aussi, puisqu'on est dans une thématique autour de cette conférence, dans cette éco-conception dont tu nous as véritablement vanté les mérites en termes d'habitat et on te sent complètement légitime. Ce que je trouve assez impressionnant aussi, et moi je suis assez touché par la démarche parce que cette compétence que tu es allé chercher avec ce diplôme, cette ingénierie que tu ramènes au sens de pays. J'ai envie de ramener aussi à la question que je posais également un petit peu plus tôt à Karen. Ma question serait également pourquoi, pour toi, la Martinique est le territoire de tous les possibles et peut-être prioritaire d'ailleurs ou simplement d'une évidence pour s'inscrire dans l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça t'évoque, Jennifer? Alors, j'ai voulu lancer ce projet en Martinique parce que, d'un côté, parce que je suis un petit peu chauvin, j'aime énormément mon île. Et je nourris l'idée qu'en Martinique, il y a tout à faire. Il y a tout à faire et on a besoin de produire. Et du coup, je pense que le fait d'avoir voulu créer une industrie à travers mon métier, ça vient de là. Parce que la Martinique, c'est une terre qui est belle, qui peut évoluer vers quelque chose de meilleur si on produit plus. Alors en même temps, c'est rigolo parce que des fois, selon qu'on se regarde en tant que Martiniquais avec un regard très aimant et parfois un peu critique, tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on regarde le monde, on voit ce qui se passe pas bien, on veut pas le reproduire forcément ici. C'est donc forcément, comme tu le disais, un territoire qui est propice à peut-être éviter les travers d'autres choses dans lesquelles on n'est pas encore allé et peut-être gagner des étapes plus rapidement vers le mieux-être et l'optimisation de belles techniques. Corinne Concy pour rebondir. Allez, j'ai quand même une question. On va aller à la fin de vie. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la durée de vie en fait du panneau
Et la deuxième chose, c'est du coup quand on arrive, un peu comme on est dans cette problématique-là en fait sur la déconstruction aujourd'hui, sur le BTP. Est-ce que c'est un produit qui est facile à déconstruire et donc du coup en termes de recyclabilité en fait du produit à terme, est-ce que ce sera facilité, est-ce qu'on pourra réutiliser les matériaux, enfin voilà, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu es pensé étant donné qu'on parle d'éco-conception, voilà. Alors, dans la phase que je suis recherche et développement, il serait intéressant de faire une ACV, une analyse de cycle de vie. Cependant, on sait très bien que en ayant des constructions bois ici, on sait que ça dure longtemps. On est dans le bâtiment, un bâtiment est fait pour durer 99 ans, réglementairement. Après, la terre qui est utilisée, c'est de la terre cuite. Elle peut être réutilisable indéfiniment. Le bois, par contre, c'est un matériau qui travaille et qui travaille tout le long de sa vie et qui peut certainement, si c'est pas trop dégradé à cause des intempéries, être réutilisé au moins une fois. La question, c'est le déchet ultime, ce serait quoi? La terre cuite, c'est OK. Au niveau du bois, les utilisations possibles d'un bois qui vieillit, en fait, derrière, c'est quoi? On peut faire du paillage, c'est quoi? Oui, des meubles, avec de la créativité. On peut faire pas mal de choses avec du bois. Du meuble, du charbon. Et puis finalement, en toute fin, peut-être le retour à la terre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de beaucoup de matériaux qu'on utilise dans la construction, qui sont des déchets enfouis. Bravo véritablement pour cette initiative, c'est très très ambitieux. Petite réaction de Karen. Moi, ce serait une question pratique. J'imagine que c'est très long en fait de conceptualiser et d'arriver à la commercialisation d'une innovation comme celle-là. Tu penses pouvoir sortir tes panneaux, c'est-à-dire moi, si je veux en acheter, je pourrais en acheter quand? Je sais pas si c'est réaliste de poser cette question parce qu'on sait pas forcément, mais si tu as une idée. Alors, si demain j'ai du financement, je pense que d'ici l'année prochaine, deuxième semestre 2023, ce serait possible. Si demain j'arrive à trouver du financement, étant donné que j'avance à un rythme... En fait, il te faut développer une équipe autour de toi, véritablement. Tu cherches d'autres compétences à recruter et c'est à ça que te servirait particulièrement le financement? Non, il y a une phase recherche et développement qui se fait avec un organisme qui se situe en métropole, le CSTB. Les études se situent aux environs de 6 mois, des interventions. Donc, l'idée serait été de faire des études en parallèle. Et ensuite, les 6 autres mois, étant donné que je commence à faire les investissements pour produire, notamment le four qui est là. Donc, le plus important est fait. Donc, l'idée serait été, les 6 autres mois, former une équipe afin qu'on soit bon à la fin de l'année 2023. On est autorisé à échanger autour du besoin financier en fait que peut représenter ton projet? Le chiffre? Alors, parce que tant qu'à faire, si un investisseur nous écoute, ça peut être de manière très concrète l'occasion peut-être d'une levée de fonds? Ça aurait été intéressant. On se situe à un minimum 200 000 euros. Entre 200 000 euros et 500 000 euros. Pour pouvoir produire, en fait, parce que c'est une question aussi que m'a évoqué en tout cas ta présence et ta pièce qui m'intrigue particulièrement, parce que au même titre que Karen, on se demande tiens, est-ce qu'on n'a pas un petit travail à faire autour de chez nous, dans notre habitat, peut-être carrément l'envisager là aujourd'hui. On a bien compris tous les bénéfices en fait véritablement de cette pièce de manière concrète en fait. On se prépare à pouvoir construire combien de maisons en 2023 si on trouve ce financement? Alors, en 2023, étant donné qu'on sera en fin d'année, ce sera compliqué de construire rapidement. Donc 2024. Donc en 2024, le minimum qu'on souhaite faire, ce sera 1% du marché. 1% du marché, ça fait que 22 maisons. 22 maisons.
D'accord. 22 maisons. Ok, 22 maisons. À quoi ressemble ton laboratoire ? Très sincèrement, parce que aujourd'hui, bon, je dis une bêtise, mais si j'avais cette compétence, cette ingéniosité et ingénierie, j'aurais peut-être déjà commencé par construire, notamment à quoi ressemble ton laboratoire, là où tu étudies, à quoi directement, là aujourd'hui, de manière concrète, tu as déjà utilisé quelques panneaux pour réaliser quelque chose. Alors j'ai fait un prototype de 8 mètres carrés qui se situe à Sainte-Marie. Donc c'est à côté de la route départementale 15. On le voit quand on passe. Alors tout le monde me dit que c'est joli. On a l'impression que c'est une simple maison bois, mais on ne soupçonne pas toute l'intelligence et toute la logique qu'il y a dedans et tout le côté économie circulaire que ça représente. non. Et une fois qu'on rentre dedans, eh bien, ça fait toute la différence. Bravo. Bravo. Du coup, on redécouvre notre plateau en intégralité. Frédéric a une question. Moi, je voulais savoir par rapport à la température extérieure, quand on rentre dans ta petite maison, on gagne combien en degrés en fait? Est-ce qu'on sent tout de suite la fraîcheur de la maison par rapport à l'extérieur? Oui, on sent tout de suite la fraîcheur. C'est vrai que j'ai pas mis de sonde de température pour pouvoir savoir quelle température qu'il fait à l'intérieur, mais j'ai eu plusieurs réceptions, notamment les architectes. J'ai eu pas mal d'architectes qui sont venus. On a eu une journée porte ouverte avec l'association qui est bâtie. Et j'ai eu plusieurs journées portes ouvertes avec des lycéens dans le bâtiment. Et du coup, j'ai pu récolter pas mal excusez-moi, je perds mes mots. La vie. C'est ça, pas mal de témoignages. Et du coup, donc oui, ce qui en ressort, c'est qu'on sent vraiment la différence entre les deux. Et puis, c'est surtout la fraîcheur du mur. Le mur, il est vraiment frais comparé à l'extérieur. Lors de la journée de réception, il faisait 30 degrés dehors. Tout le monde avait envie d'être à l'intérieur parce que on ressent tout de suite le bien-être et la différence de température. D'accord. Ok, merci. Question du côté de Karen ou de Chloé d'abord? Qui commence? Karen, Chloé? Sinon, moi, je vais poser ma question, dans la continuité. Question pratique pour rebondir sur la dernière question. Est-ce que ça veut dire que dans ton prototype, par exemple, tu n'as pas besoin de climatisation à l'intérieur ou de ventilateur? Est-ce qu'on en est à ce point-là? Oui. Mon prototype est fait de façon à ce qu'il soit il y a un mot technique. Enfin, il est ouvert partout. Et en ouvrant les fenêtres, il y a l'air qui est tout le temps balayé. Et du coup, il fait frais, il fait bon. C'est une bonne nouvelle pour la Martinique, ce que tu nous dis là. Oui. Moi, j'aurais juste une question. Donc, vous nous avez parlé de votre approvisionnement en bois. Et sur la terre, vous nous avez parlé aussi de la terre qui proviendrait des chantiers de terrassement et oui. qui serait de la terre cuite. Est-ce que, étant donné que là, du coup, on est sur une table ronde éco-conception, vous aviez fait un peu une analyse entre de la terre crue, de la terre cuite? Enfin, est-ce que sur cet aspect-là de l'impact environnemental du produit, il y a eu ce type d'études? Non, j'ai pas fait de relation avec la terre crue et la terre cuite parce que l'idée pour moi d'utiliser la terre crue, c'est de pouvoir tuer tous les agents biologiques qui sont dans la terre. Parce que il faut que la terre soit morte, mais tout en gardant ses propriétés mécaniques au niveau thermique. Et étant donné que de nos jours, il n'y a toujours pas d'études faites pour savoir comment contrer les termites, et on est sur une île termitée, donc j'ai pas voulu termitière. Donc j'ai pas voulu travailler avec la terre crue, parce que la terre crue et le bois, voilà, on sait les dégâts que ça fait. Non, c'est assez intéressant parce que je ne sais pas si ça vous évoque la même chose que moi, mais souvent on se fait des réflexions quand on va visiter différents endroits plus ou moins illustres, notamment de la Martinique. On se rend compte qu'effectivement, déjà rien que dans l'épaisseur
des murs qu'on peut découvrir dans certaines ruines ou certains édifices. J'ai pas forcément rebondi dessus. Tu as parlé du fait que normalement l'engagement c'était d'avoir un bâtiment pour 99 ans. J'ai pas l'impression que mon promoteur ait décidé ça pour ma maison, parce qu'on reparle encore une fois d'obsolescence. D'une certaine manière, l'épaisseur, la qualité du produit, le bois, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il y a peut-être des solutions pour aussi raccourcir ces filières qui sont... parce que je ne crois pas que... Je ne suis pas certain en tout cas que l'article soit toujours d'actualité, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait quand même quelque chose d'assez absolument illogique dans la manière dont le bois était envoyé à travers la planète, que notamment en Europe on achetait le bois aux États-Unis et vice versa, aux États-Unis on achetait le bois d'Europe, surtout particulièrement en fait par rapport à cette crise. Le bois, est-ce qu'il y a des solutions pas très loin de nous, justement, peut-être en se tournant vers l'Amérique latine? Est-ce que dans ces filières que tu essayes d'identifier pour notamment te fournir en termes de matériaux bois, j'entends, là aussi il y a une réflexion chez toi pour raccourcir cette distance? Alors, ça aurait été bien de travailler avec le bois, notamment le bois de Guyane. En Guyane, on a énormément de bois. Cependant, le bois rouge est très cher. Et l'autre solution que nous avons, c'est le bois classe 4. Et le bois classe 4, il n'y a que Vivant Bois qui achète du bois apparemment et qui traite ici. Donc, du coup, j'ai fait le choix de travailler avec eux parce qu'ils ont les certifications qui disent que ils achètent du bois, mais derrière, on replante. On replante. Et plus tard, il faudra que, en effet, j'aimerais réfléchir à ça, mais on sait très bien que, politiquement parlant, c'est compliqué les frais de douane, etc. Je ne me suis pas vraiment lancée dedans, pas encore. Je tente un truc peut-être à destination de Chloé, mine de rien. C'est vrai que parfois, on a l'impression que les normes... que certaines certifications, alors là ça tombe plutôt bien parce qu'on est dans les écolabels et peut-être que ça revient un peu à votre question tout à l'heure, madame, dont j'ai pas retenu le prénom, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression que des règles sont mises en place en fait qui empêchent en fait d'imaginer pouvoir notamment peut-être dans le circuit. Je vais parler d'un mot qui va peut-être un peu jurer dans cette économie circulaire, mais les normes françaises en termes de pétrole, par exemple, nous obligent à ne pas pouvoir converser avec notre entourage. De la même manière, les normes, entre guillemets, dont toi, tu as l'expérience par rapport à ces bureaux de vérification dans lesquels tu as travaillé, est-ce que ces normes, elles vont évoluer pour aider aussi l'économie circulaire? Comment on peut imaginer l'avenir? Est-ce qu'on sera moins contraint, moins contrit, peut-être aussi par des règles qui ne sont pas forcément pilotées, je ne dirais pas dans le bon sens, mais qui sont pilotées à un instant T, qui sont peut-être caduques totalement. C'est un temps qui est extrêmement long, c'est une question extrêmement large que je vous pose gentiment, notamment à votre endroit. Je vous transmets le micro. Alors, il nous reste combien de temps là pour... Waouh. Non, donc sur cette question des normes, donc il y a une réflexion tout à l'heure que j'aimais beaucoup, qui était de dire que à l'échelle notamment de l'association Tanubio, ils faisaient en sorte de pouvoir faire au mieux, faire avec l'existant, faire dans les contraintes réglementaires qui sont celles qu'elles sont, notamment pour l'agriculture biologique. Donc, j'ai beaucoup aimé le retour d'expérience sur... Voilà, il y a le cahier des charges agriculture biologique pour les producteurs, il y a le cahier des charges pour les distributeurs, et nous, on fait au mieux pour pouvoir justement proposer ce qui nous semble être la meilleure agriculture à l'ensemble de nos concitoyens avec ce cadre réglementaire-là. Et sur la question de est-ce que on va évoluer dans un monde qui serait moins contraint, honnêtement, je pense pas. Au vu de l'urgence climatique et au vu des évolutions réglementaires qui là sont déjà en œuvre, l'idée ça va être vraiment à chaque fois en fait on le voit notamment par exemple sur le plastique. Que je prenais pour exemple tout à l'heure, on a des réglementations qui sont de plus en plus drastiques avec la fin du plastique à usage unique, avec ces questions d'interdiction du plastique ou des emballages à usage unique dans les fast-foods, avec le 100% recyclable à horizon 2050, etc., etc. Et je pense que ça va aller peut-être à chaque fois, on va devoir réussir à évoluer en fait en fonction de ces normes-là pour essayer que tout le monde puisse aller dans le même sens et dans le bon sens. Donc je suis d'accord que parfois ça crée des inepties, surtout sur
sur des territoires iliens comme ça, qui sont beaucoup plus proches de certains territoires que d'autres. Donc c'est vrai que je pense que cette question d'essayer de faire à son échelle et de participer, c'est vraiment primordial. C'est exactement, en vous écoutant d'ailleurs, le raisonnement auquel j'ai abouti. Effectivement, faire à la bonne taille, plus faire de manière démesurée, plus imaginer forcément, juste pouvoir notamment profiter du bénéfice que ça nous apporte, tant en termes d'enjeux peut-être financiers, mais en temps de bien-être aussi, forcément avoir une taille raisonnable, mieux se regarder, être plus responsable. Jennifer, tiens, des questions dans la salle. Bonjour madame. Bonjour. Du coup, moi, j'ai une question pour l'ADEME, parce que je m'y connais pas trop en économie circulaire, mais il me semblerait que tout ce qu'elle propose est super intéressant et qu'elle a besoin de financement. Dans quel cadre est-ce que l'ADEME peut intervenir pour l'aider à ce moment-là, puisque c'est un porteur de projet qui est jeune, qui est compétent et qui est revenu en Martinique et qui propose un projet innovant, qui a juste besoin de fonds. Donc, et c'est une femme en plus. Donc, j'entends plein de choses à la télé. Il faut les femmes, les entrepreneurs et l'économie circulaire. Et pourtant, il y en a. Et elles n'arrivent pas à avoir des solutions concrètes, en fait. Donc, est-ce que l'ADEME peut intervenir? Si oui, dans quel dispositif? Ou est-ce que l'ADEME peut et dans quel dispositif et à quelle hauteur? Pour la petite histoire, je suis aussi chef. Enfin, j'ai créé mon entreprise. Je l'ai immatriculée. Elle n'est pas en fonctionnement parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression d'avoir un petit peu eu l'herbe coupée sous le pied. Parce que oui, il y a plein de dispositifs pour aider dans le théorique, mais dans le pratique, il semblerait que ce soit un petit peu autre chose des fois. Alors, pour répondre à votre question, avec Madame Baratini, on est en lien maintenant depuis peut-être 1 an et demi sur ces questions-là. Et en fait, il y a une chose qui est à savoir, notamment pour l'ADEME et pour les subventions qu'on peut allouer, c'est qu'en fait, il y a toujours donc, une part qui va être prise en charge par l'ADEME, par les subventions, mais il y a un reste à charge pour l'entreprise. Et c'est là-dessus en fait, qu'on est en train de travailler pour essayer de voir justement comment cette partie supplémentaire peut être prise en charge. Parce que l'idée en fait, des subventions de l'ADEME, ça va être de payer le surcoût environnemental qui va être nécessaire pour la mise en œuvre d'un produit. Donc, c'est-à-dire que pour un produit à utilité équivalente, la surcharge de la norme, des essais, de l'éco-conception, enfin voilà, toutes ces choses, c'est ça en fait la vocation des subventions publiques de l'ADEME, c'est d'essayer de les prendre en charge pour que l'entrepreneur il puisse faire ses investissements, mais il puisse les faire sans avoir du coup ce delta de surcoût. Je retourne dans la salle. Je vais vous laisser faire circuler notamment ce micro entre vous. Une autre question. C'était pas une question, c'était pour répondre à l'histoire des normes. Mais je suis contente parce que du coup j'ai eu la réponse à ma question tout à l'heure. C'était un peu ça l'histoire du financement en stade de R&D. Effectivement, tous les tests au CSTB, ça doit coûter très très cher pour avoir un produit homologué. Juste pour les normes de résistance structurelle, elles vont pas changer. En fait, on est dans la résistance des matériaux. Après, ce qui peut changer, c'est déjà les RT, réglementations thermiques, qui évoluent. À une époque, on avait 50% d'eau chaude solaire. Maintenant, on est à 100% d'eau chaude solaire en Martinique, si je me trompe pas. Une des questions que je me pose, moi, c'est aussi sur le vent. En Guyane, on a le vent le plus faible de France, alors qu'ici, en Martinique et en Guadeloupe, on a le vent le plus fort de France. Et avec les changements climatiques, je ne sais pas à quel moment la Guyane va devoir intégrer la conception anticyclonique dans ses bâtiments et comment elle va gérer avec l'existant. Et c'était juste un petit truc à ajouter sur les normes. Il y en a qui sont immuables, la résistance des matériaux. Il y en a qui, effectivement, évoluent avec les contraintes environnementales qu'on s'impose. Peut-être que les plans locaux d'urbanisme, c'est-à-dire au niveau des architectes, il y aura des réglementations. Donc il y a ces évolutions-là. Mais c'est vrai que pour ce mur, à part ton inertie thermique, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Si ? Ou peut-être tu vas pas faire passer sur plusieurs étages après. Parce que là, on est sur du plein pied, j'ai l'impression. Alors, en respectant la charte d'études structurelles que j'ai, je peux commencer à construire. Mais avec le CSTB, je travaille sur le fait, étant donné que c'est une innovation et que les gens sont très
ils sont très prudents au niveau de tout ce qui est innovation. Donc, avec le CSTB, je travaille sur le fait de valoriser, d'amener des arguments afin de valoriser le pan de mur. Donc, également, il est intéressant de faire une étude de résistance au feu qui permet pas que de faire les maisons individuelles, mais aussi de faire les ERP. Donc, c'est dans ce domaine-là où c'est intéressant de faire des études afin de pouvoir aller plus loin avec les pans de mur. Mais normalement, maintenant, je peux commencer à commercialiser les pans de mur et à construire des maisons. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle peut-être? On va se tourner pratiquement dans la dernière ligne droite. Karen, je vais te remettre mon micro dans un petit instant. Frédéric aussi, tu souhaites intervenir? On fera d'abord Frédéric et ensuite on retournera sur le plateau. On est dans les dernières minutes, notamment de cette conférence. Techniquement, 3 minutes. Après, on va prendre le temps, évidemment, parce que le côté durable des choses, de manière à ce qu'elles restent, est mise en valeur dans ce Alteractive. Coup de projecteur sur l'économie circulaire. Frédéric d'abord. Corinne, ensuite. Alors moi j'ai une autre question très pratique. Si j'ai déjà une maison et on connaît les anciennes maisons de Martinique avec les pans de murs très épais en pierre, oui. Les maisons d'avant la catastrophe par exemple, les maisons de Saint-Pierre. Est-ce que si je mets un pan de mur comme ça, est-ce que ça va réchauffer, parce que refroidir les pièces? Parce que il y avait déjà ce système-là dans les maisons qui étaient dans les villes, dans la commune de Saint-Pierre, les anciennes maisons. Elles ont déjà ce système de rafraîchissement par rapport aux murs épais faits en pierre. Donc, si en plus, au niveau des parois, je mets ce type de parois, est-ce que mon intérieur sera rafraîchi? Alors, au niveau des parois, simplement. Oui. Si j'essaie de bien comprendre, vous avez déjà des parois en pierre, c'est pas ces parois-là que vous voulez traiter, mais c'est les parois où vous n'avez pas... Les parois extérieures de la maison sont en pierre. Si je veux, je veux tout refaire à l'intérieur, puisque à l'intérieur, c'était du plancher. Oui. Donc, c'était les anciennes maisons avec en plancher. Il y avait du plancher et les parois étaient également en bois, mais en bois, le bois normal. Du Nord, voilà. Donc, est-ce que si je rajoute des parois comme ça, est-ce que je vais gagner en fraîcheur à l'intérieur de la maison? Alors, déjà à l'extérieur, vous avez les murs en pierre. Donc, voilà. C'est ça qui est censé vous emmener la fraîcheur. Et en fait, thermiquement parlant, si vous mettez des parois comme ça à l'intérieur, ça va simplement jouer avec les énergies que vous avez à l'intérieur. Et ça va pas... En fait, ce pan de mur-là, il est intéressant, mais uniquement s'il est vers l'extérieur. Oui. D'accord. Okay. Après, un système de cloison, peut-être plus fin que ça, mais avec la terre, peut jouer au niveau des caractéristiques acoustiques. D'accord. Ça peut être intéressant. Ok. D'accord. Merci. On va vers Corinne et Karen aussi qui voulait réagir. Corinne, d'abord. Alors, moi, je vais réagir un petit peu sur ce qui est dit. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir une production locale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas quelle évolution climatique on va avoir. Enfin, comment la situation va évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire évoluer en fait la technologie en local. D'accord ? Donc, du coup, de pouvoir poursuivre en permanence quelque part cette R&D avec la compétence qui est ici, le matériau qui est mobilisable ici, voilà, et donc apporter une solution au fur et à mesure, quoi. Donc, faire progresser en fait l'offre au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ait des issues de valorisation du déchet ultime en local aussi. Puisque si on cite sur des bâtiments classiques, enfin des bâtiments aujourd'hui, on a par exemple les parois, tout ce qui est le plâtre
la laine de verre, etc., qui vont poser des problématiques de recyclage, d'utilisation, etc., etc. Là, on a un matériau derrière, on peut faire avec, après la déconstruction, on peut en faire une utilisation locale qui va être valorisante aussi. Je prends peut-être des raccourcis en disant ça, c'est pas ma spécialité de BTP. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement d'aller rechercher les solutions endogènes avec des modes opératoires. C'est surtout ce que je voulais dire, c'est-à-dire des façons de fabriquer, des façons de réfléchir, des façons d'apporter des solutions qui sont basées sur l'expérience locale. Voilà. Donc, ça me permet aussi de pouvoir dire sur la question des labels, sur la question de la démarche qui est faite aussi au niveau de Tanubio, de pouvoir dire, bon, ok, il y a le label bio, mais c'est un label qui nous vient du système français, de se mettre à se dire au niveau local comment ça fonctionne et est-ce que c'est vraiment adapté à ce que nous faisons. J'ai le micro, donc j'en parle. On a peu parlé des services, mais je pense qu'il faut se pencher sur la question. Aujourd'hui, les services, les organismes de formation et des conseils sont soumis à un millefeuille de réglementation et d'obligations. Aujourd'hui, on ne sait même plus comment se distinguer en termes de qualité par rapport à ce qu'on fait. Moi, je trouve intéressant pour des structures qui accompagnent le changement de pouvoir se poser la question d'un écolabel. Donc, du coup, en s'appuyant sur cette démarche d'éco-conception, pour pouvoir garantir qu'à tous les étages, en fait, à tous les niveaux, je vais intégrer une démarche qui sera vertueuse. D'accord ? Là, sans réouvrir le débat, je pense qu'il y a une vraie question sur les services, sur la question, on va parler de gaspillage. La loi AGEC introduit la question de la prise en compte des invendus non alimentaires. Et est-ce que dans le non alimentaire, il y a l'intellectuel ? Parce que nous avons aujourd'hui un gaspillage énorme sur des places de formation, des places de conseil qui sont allouées à des personnes qui pratiquent l'absentéisme. Alors, dans une logique où on est sur un territoire où il y a des gens qui ont des problématiques de pouvoir d'achat, où il y a des gens qui ont des problématiques d'accès à l'expertise, on peut se questionner sur le gaspillage que l'on peut faire d'argent public avec cette problématique d'absentéisme. Je ne peux pas, je ne viens pas, je disparais, etc., etc. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le besoin et qui pourraient en bénéficier. Donc c'est cette approche de conception, j'appelle de toutes les façons toutes les structures qui sont dans le service de l'information, etc., à y adhérer, voilà, simplement pour passer par le processus et se questionner, se dire mais qu'est-ce que je perds, voilà, quel impact j'ai en travaillant avec telle structure, comment ça fonctionne, parce que ça me paraît très très important aujourd'hui de se questionner sur ça. Et ce qui est intéressant sur l'économie circulaire, c'est qu'on n'est pas simplement sur de la matière. On est sur des processus, on est sur des façons de faire, on est sur des méthodes et du coup ça peut être extrêmement intéressant en se questionnant sur les problématiques de santé, de pouvoir d'achat, etc., de pouvoir dire aujourd'hui on ne peut plus se payer le luxe non plus d'utiliser de l'argent public pour pouvoir payer en fait des choses qui n'ont pas leur pleine utilisation. Voilà, moi je suis très militante par rapport à ça. Et donc je tenais à profiter de ce temps de parole-là pour pouvoir l'appuyer. Voilà. Oui, ça tombe bien parce que ma remarque portait aussi sur l'utilisation des ressources locales. Je me posais la question, est-ce que par rapport à ton projet que je trouve super, est-ce que tu es rentré en contact avec ceux qui travaillent sur le bambou ? Parce qu'il y a plusieurs acteurs localement qui travaillent sur deux types de bambou. Il y a le bambou gouadois qui a fait ses preuves en Asie notamment, qui est déjà utilisé pour de la construction. Il y a les jardins de la bambouseraie qui travaillent avec ce bambou-là, mais on n'a pas une grosse production locale. Par contre, on a le bambou vulgaris qui est une espèce invasive et il y en a partout en Martinique. Et alors, il y a une autre association, j'ai plus le nom, mais je vais le retrouver, je te le donnerai, qui a commencé à faire des tests de palissade avec ce bambou-là. Et si demain on arrivait à se dire que ce bardage qui est là, c'est un bardage en bambou local, donc bambou vulgaris, là je pense qu'en termes d'économie circulaire, la boucle est bouclée. Donc je pose ça là. Alors du coup, ça t'avait traversé l'esprit le bambou ? Oui, j'aimerais bien travailler avec Monsieur Relouza en termes de revêtement au niveau de bambou, au niveau du travail du bambou. Là où ce serait encore plus intéressant, c'est que
on puisse mettre en place des ATEX pour pouvoir voir structurellement qu'est-ce qu'on peut faire avec le bambou. Et oui, allier la terre et le bambou, je pense que ça peut faire un truc intéressant. On est d'accord, ouais. Et j'avais une deuxième remarque, c'était sur ce que disait du coup Corinne sur un écolabel local. Donc nous, on s'est posé la question, par exemple, de la création d'un système de garantie participatif. Qu'est-ce que c'est ? C'est à la différence d'un label comme le label bio, qui est une certification par tiers, donc il y a des organismes certificateurs. Dans le cadre du système de garantie participative, ce serait une certification par pair. Donc je m'explique. En gros, on va constituer un groupe de producteurs et un groupe de citoyens. Donc généralement, on va passer par des associations de consommateurs qui vont se mettre en lien et qui vont se mettre d'accord sur une charte. Et ce sont ces acteurs qui vont aller sur le terrain faire les contrôles, les vérifications pour s'assurer que la charte est respectée. Et il y a un aspect qui est très pédagogique, où on va vraiment accompagner le producteur pour aller encore plus loin dans ses pratiques. Donc c'est totalement complémentaire avec une certification en agriculture biologique. Et ça permettrait, alors je ne sais plus où était la dame qui posait la question tout à l'heure, mais du coup ce serait accessible à tous les producteurs en fait, hein. Ceux qui sont déjà dans l'agroécologie par exemple, pourraient accéder à ce type de système de garantie participatif. Et donc voilà, ça peut être une solution d'avenir. Mais encore une fois, c'est totalement complémentaire avec la certification bio. Il y a Nature et Progrès qui fait ça, par exemple, dans l'Hexagone. Et souvent, les producteurs font le choix d'être certifiés en agriculture bio et de prendre le système de garantie participative de Nature et Progrès en complément. Donc voilà, c'est complémentaire. Je pose ça là encore une fois, c'est pour enrichir les futurs débats plus tard. Je crois que théoriquement, en fait, dans ce qu'on avait décidé du planning, le temps est échu. Est-ce qu'il y a quelques réactions, dernières réactions avant de conclure notamment cette conférence débat qui a particulièrement émulé à haute voix. Merci beaucoup de cette interactivité autour des termes éco-conception. J'ai l'impression que d'ailleurs, en fait, visiblement, même mon corps avait décidé que l'horaire était le bon. J'en ai le souffle coupé. Éco-label, quels intérêts pour les services, l'habitat et l'alimentation. C'est ainsi que se conclut. Je vais vous demander des applaudissements nourris pour votre participation déjà. Merci de nous avoir suivis. Je vais vous demander également des applaudissements nourris pour Jennifer Baratini, pour Corinne Concy, pour Karen Toris, également ce partenaire qu'est l'ADEME à travers la présence aujourd'hui de Chloé Rochard. Applaudissements pour vous tous. Et puis on se retrouve demain. Alteractive continue avec un débat autour, en ce mercredi 16 novembre, des déchets. Un débat qui va souligner les intérêts, qui amène à un jus de crâne, à un brainstorming, à réfléchir ensemble. Ce que je retiens, c'est coopérer, faire vite pour que ça dure plus longtemps. Et c'est sur ces mots d'ailleurs qu'on conclura notamment cette conférence débat. Merci de nous avoir suivis.